À l'occasion du 375e anniversaire de Montréal et du 150e anniversaire du Canada, le Barreau de Montréal et la Fondation La Fontaine-Cormier sont heureux de vous présenter ce documentaire sur les palais de justice de Montréal. Le Barreau de Montréal participe activement à l'administration de la justice et travaille à maintenir l'intégrité et le rayonnement de la profession. La Fondation La Fontaine-Cormier est un organisme sans but lucratif qui a pour mission principale de favoriser la protection et le rayonnement du patrimoine immobilier judiciaire. Montréal, 1642. Une petite colonie de missionnaires abritant une cinquantaine de personnes s'installe dans ce qui deviendra l'une des grandes villes du continent. Sous le régime français, Chaumédy de Maisonneuve est nommé gouverneur par le roi de France et administre la justice dans ce qu'on appelle à cette époque la seigneurie de Montréal. Il n'y a ni avocat, ni juge et ni palais de justice tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ce n'est qu'en 1648 qu'un premier tribunal voit le jour. Le personnel de cette institution est composé d'un juge, d'un procureur et d'un greffier. 15 ans plus tard, cette société cède la seigneurie aux Sulpiciens qui en deviennent alors les seigneurs et exercent la basse, la moyenne et la haute justice, tant civile que criminelle. Rapidement, la justice seigneuriale sera remplacée par les tribunaux royaux. Il n'y avait pas beaucoup de palais de justice sous le régime français. Il faut se rappeler que sous le régime français, jusqu'en 1760, il n'y avait pas d'avocat. Le roi avait décidé que le roi, qui était un souverain absolu, le souverain français, avait décidé que les avocats n'étaient pas admissibles en Nouvelle-France. Alors donc, il n'y avait pas d'avocat. Les prévenus se représentaient eux-mêmes et les procédures étaient beaucoup plus simplifiées, si je peux dire. Durant cette période de la Nouvelle-France, la population de Montréal est estimée à 625 habitants, mais Montréal supplante déjà Trois-Rivières et Québec comme principal poste du commerce des fourrures. En 1672, sous les ordres du supérieur des Sulpiciens d'Ollier de Casson, le notaire et arpenteur Bénigne Basset trace les premières rues de la ville et nomme la toute première rue Notre-Dame. Quelques années plus tard, la place du marché est créée dans la basse ville. Les cours civils et criminels sont installés dans un édifice à proximité de la première prison de Montréal, juste à l'est de la place d'Armes, jouxtant la rue Saint-Sulpice. Tandis que la greffe loge à l'angle nord-ouest des rues Notre-Dame et Saint-François-Xavier. Montréal devient alors le centre judiciaire. Toutes les causes criminelles et civiles de première instance y sont entendues. En août 1701, Montréal sert de terrain d'entente et met fin aux hostilités avec les Autochtones. 1200 Amérindiens d'une quarantaine de nations de la région des Grands Lacs et plusieurs notables de la Nouvelle-France, dont le gouverneur Hector de Calière, se rassemblent pour signer le traité de la Grande Paix de Montréal. Le 8 septembre 1760 marque la fin du régime français. Suite à la guerre de 7 ans qui oppose les principaux royaumes européens, les troupes françaises dirigées par le marquis de Vaudreuil se rendent à l'armée britannique commandée par Lord Amherst. C'est le début du régime britannique qui va profondément modifier les règles et surtout l'histoire de notre système judiciaire. Dorénavant, les avocats pourront représenter leurs clients, ce qui favorise le développement des lieux de justice. Durant la même année, Lord James Murray rend une ordonnance établissant que les tribunaux royaux sont remplacés par des tribunaux militaires. Ce sont les officiers qui agissent comme juges sur Montréal. Le traité de Paris de 1763 marque officiellement la fin de la Nouvelle-France et de l'administration française. Durant cette même année, une proclamation royale donne au gouverneur le pouvoir de constituer des cours de justice. Une réorganisation des tribunaux est instaurée par l'Acte de Québec de 1774.
Les cours de justice existantes sont abolies, mais Guy Carleton, officier et administrateur colonial du roi, établit temporairement une cour de première instance et une cour d'appel. C'est en 1800 que débute la construction du premier véritable palais de justice. La construction nécessite un investissement de 25 000 $. L'année 1849 constitue une date importante pour les avocats, puisque c'est le 30 mai qu'est sanctionné l'acte pour l'incorporation du barreau du Bas-Canada. Par cette loi, les avocats de Montréal obtiennent l'indépendance du pouvoir politique. La cour du banc de la Reine devient une cour d'appel et la cour supérieure devient le tribunal de droit commun. Un élément dont il faut également bien se souvenir, c'est la présence dans ces palais de justice de très grandes personnalités à qui on doit finalement les libertés qui sont présentement les nôtres. Et je pense en particulier à Louis-Hippolyte Lafontaine, dont mon portrait est ici tout près de moi. Cet homme a été d'abord un juriste, c'était un avocat. Ensuite, il est devenu le premier ministre d'un gouvernement démocratique, c'est-à-dire un gouvernement qui est formé de la majorité qui est issu d'un scrutin. Donc ce gouvernement qu'on appelle un gouvernement responsable a été formé pour la première fois au Canada en 1849. Et c'est lui qui était premier ministre du Canada à cette époque-là. Et il était également, évidemment, il a occupé les fonctions de ministre de la Justice et singulièrement lorsqu'il a quitté la politique en 1851, au moment où l'on construisait le vieux palais de justice, il a évidemment participé aux débats, aux discussions sur le choix du style, sur le choix de l'allure générale, sur l'importance qu'on allait donner, et on le constate très bien, ce palais de justice était l'édifice le plus important de Montréal. Le 1er juillet 1867, le Parlement de Londres adopte une loi constituant le Canada en État fédéral. Le Bas-Canada devient ainsi un État ayant des pouvoirs souverains dans l'administration de la justice. La propriété du Palais de justice de Montréal est transférée au gouvernement du Québec. Un quart de siècle plus tard, alors que la population de Montréal dépasse 22 000 habitants, on ne compte que 55 avocats et 20 étudiants en droit. Dès 1844, la première faculté de droit est établie par l'Université McGill. Malheureusement, à cette pareille date, un feu détruit le palais de justice. Les activités juridiques civiles sont donc déplacées au Château Ramsay, qui tire son nom du gouverneur de Montréal, Claude de Ramsay. Celui-ci l'avait fait construire comme résidence au début du 18e siècle. Classé monument historique par le gouvernement du Québec en 1929, le Château Ramsay est aussi reconnu comme lieu historique du Canada. Suite à l'incendie du palais de justice, le gouvernement conclut qu'il serait préférable de construire un nouveau palais. Son emplacement se trouvera au même endroit et au centre du secteur administratif et commercial de Montréal. Il devra répondre aux besoins de la population de la ville, qui compte alors 75 000 personnes. En 1894, en raison des besoins grandissants, le gouvernement décide d'ajouter un étage supplémentaire au bâtiment existant. Durant les travaux, les juges doivent, une fois de plus, emménager au Château Ramsay. La Première Guerre mondiale met un frein à la croissance soutenue de Montréal. Malgré les difficultés économiques de l'après-guerre, le palais de justice sera agrandi pour une 3e fois consécutive en construisant une annexe en 1910. Suite aux 2 derniers agrandissements et en raison de l'explosion démographique de la ville, un nouvel édifice judiciaire voit le jour en 1926. L'architecte Cormier en est le concepteur. Il est situé au 100 rue Notre-Dame-Est. En 2004, cet édifice devient le siège de la Cour d'appel du Québec. En 1938, malgré la construction du nouveau palais, le barreau de Montréal se plaint de l'exiguïté des lieux. Le manque d'espace cause des retards importants dans l'administration de la justice. Le bâtonnier du barreau de Montréal dénonce l'état déplorable du palais de justice.
Un comité conclut à la nécessité de construire un nouveau palais, mais le premier ministre Duplessis répond que la construction d'un nouveau palais n'est financièrement pas possible. Dans les années 50, la population de la région de Montréal grimpe à près de 2 millions d'habitants, alors qu'elle n'en comptait que 75 000 au moment de l'inauguration de l'ancien palais de justice en 1857. Cette augmentation de la population, jointe à un accroissement de l'activité judiciaire, fait en sorte que l'édifice ne répond plus aux besoins de la population. Ce ne sera qu'en 1960, sous le gouvernement Lesage, qu'un décret sera adopté prévoyant l'agrandissement du vieux palais de Montréal. Cependant, le gouvernement se ravisera et décidera qu'il vaut mieux construire un nouvel édifice plutôt que d'agrandir le vieux. C'est au 1 rue Notre-Dame-Est qu'il sera situé. Le nouveau palais de justice devra allier esthétisme et noblesse, confort moderne et aménagement fonctionnel. L'immeuble aura une superficie de 1 500 000 pieds carrés, 17 étages, 26 ascenseurs et 76 salles de cours. On y retrouvera aussi différents bureaux gouvernementaux reliés à l'administration de la justice et une salle de célébration des mariages. Finalement, l'année 1971 marque la date officielle de l'inauguration du nouveau palais de justice et accommodera jusqu'à 1400 personnes pour y travailler. 6 millions de dossiers qui se trouvaient auparavant dans 6 édifices différents y seront transférés. Durant la même année, la vocation judiciaire du vieil édifice de 1856 au 155 rue Notre-Dame-Est prend fin. Dès 1984, quelques 8000 personnes le fréquentent quotidiennement. Aujourd'hui, la valeur marchande de l'immeuble situé au 1 rue Notre-Dame-Est est estimée à un peu plus de 200 millions de dollars. Le vieux palais de 1856, le nouveau palais de 1926 et le palais de justice actuel de Montréal forment un ensemble institutionnel au cœur du vieux Montréal. Ils résument l'histoire de la justice et de l'architecture judiciaire. Ils abritent la Cour d'appel, la Cour supérieure et la Cour du Québec. La Cour municipale de Montréal, créée en 1845, fait aussi partie du quartier judiciaire. Depuis 1913, elle a son propre palais situé sur la rue Gosford. 20 000 dossiers criminels y sont ouverts à chaque année pour contester des voies de fait, du harcèlement criminel ou téléphonique, des vols, de la fraude et des méfaits. Plus de 85 000 infractions pénales y sont contestées annuellement dans le domaine de la circulation, du stationnement, de la salubrité, du bruit et de l'environnement. Les auditions s'y déroulent en français ou en anglais et des interprètes sont requis pour une centaine d'autres langues en raison du caractère multiethnique de Montréal. Il faut aussi mentionner le palais de justice de la jeunesse construit en 1926 et remplacé par la suite en 1998. Il est situé au 410 rue Bellechasse. C'est le 3e palais en importance au Québec et le seul en Amérique du Nord à regrouper des juges et des avocats travaillant exclusivement dans les matières relatives à la jeunesse. Il a été soigneusement conçu afin d'éviter les confrontations et c'est pourquoi les places destinées aux enfants, aux parents et aux avocats sont disposées en demi-cercle face à la tribune du juge. Sans oublier le palais de la Cour fédérale du Canada qui est actuellement situé au 30 rue McGill. Cette cour a pour mission d'entendre les litiges en matière d'immigration, de citoyenneté, de douane, d'impôt sur le revenu, de relations de travail, de libération conditionnelle et de pénitencier. La population du district judiciaire de Montréal augmentant continuellement, le législateur décide, au lieu d'agrandir le palais de justice de Montréal, de créer au début des années 80 les districts judiciaires de Longueuil et de Laval. Ayant leur propre palais de justice, celui de Longueuil dessert une population d'environ 350 000 personnes, alors que celui de Laval en compte près de 400 000. Le centre judiciaire Gouin mérite également une attention particulière.
À la suite de l'opération policière Printemps 2001, qui a conduit à l'arrestation d'une centaine de motards, la Société immobilière du Québec reçoit le mandat de construire un édifice pour les méga-procès au 450 boulevard Gouin-Ouest. L'immeuble constitue une innovation dans le domaine de la gestion des audiences et des données reliées au débat judiciaire. On y retrouve l'enregistrement numérique des audiences permettant de procéder à la réécoute audio et vidéo sur place dans un très court délai. L'acoustique des salles est comparable à celle des studios d'enregistrement professionnels. Un système de vidéoconférence permet également le témoignage de personnes à l'extérieur du pays. Nulle part ailleurs, une telle technologie n'avait été utilisée dans un environnement judiciaire. Il constitue un exemple de ce que seront les palais de justice de demain. Au Québec, on retrouve 53 palais de justice. 43 d'entre eux sont possédés par l'État par l'intermédiaire de la Société québécoise des infrastructures. Depuis 2013, c'est la Société québécoise des infrastructures qui s'occupe de la construction et de l'entretien des palais de justice du Québec qui ont en moyenne 34 ans. La valeur de remplacement de ces immeubles est estimée à plus de 2 milliards de dollars avec un déficit d'entretien de plus de 65 millions de dollars. L'architecture des palais de justice se démarque généralement par rapport à d'autres bâtiments publics. En tant que symbole physique de l'ordre public, les palais de justice constituent un type de bâtiment familier aux justiciables. Plusieurs bâtiments judiciaires reflètent l'architecture de leur époque et sont encore impressionnants aujourd'hui. Le palais de justice municipal, le château Ramsay, l'hôtel de ville de Montréal, ainsi que des lieux publics comme le Champ de Mars et la place Vauquelin, représentent également d'autres lieux d'importance où s'exerce la justice et qui regroupent des monuments majeurs dans le quartier judiciaire de Montréal. Selon l'auteur du livre Les palais de justice de Montréal et juge à la retraite M. Raoul Barbe, l'avenir du quartier judiciaire passe par une restauration du vieux palais, situé au 155 rue Notre-Dame-Est, afin de lui redonner sa vocation judiciaire originelle. En raison de son aspect architectural exceptionnel, ce véritable joyau du patrimoine immobilier judiciaire devrait être préservé et recyclé avec prévoyance et sagesse. Nous avons un devoir de mémoire pour ces premiers lieux de justice. Les études établissent le coût de la restauration du 155 rue Notre-Dame-Est à environ 50 millions de dollars. À l'occasion du 375e anniversaire de la Ville de Montréal et du 150e anniversaire du Canada, les autorités de la Ville de Montréal procèdent actuellement à une revitalisation ou à une restauration de la cité administrative qui comprend le quartier judiciaire. Le palais de justice de 1971 est encore trop exigu. À la preuve, on a vu dans les journaux que certaines causes en matière criminelle avaient avorté parce que les délais étaient trop longs pour les causes criminelles. Il faut donc récupérer des espaces pour des lieux d'audition. Quelle solution prendre? Eh bien, on a au moins deux solutions. La solution A. Idéalement, comme c'est un palais de justice construit en 1856 sous le gouvernement du Canada uni, à l'occasion du 150e anniversaire, il serait de bon ton que le gouvernement fédéral investisse dans cet immeuble pour en faire le siège de la Cour, le siège régional de la Cour fédérale, première instance d'appel, et aussi des tribunaux fédéraux et aussi des autres organismes judiciaires et quasi-judiciaires. Voilà en ce qui concerne le premier volet de la restauration du quartier judiciaire. Mais cette restauration ne s'arrête pas là parce qu'il faut aussi donner des facilités de stationnement. Actuellement, à l'angle des rues boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Antoine, il y a un vaste stationnement de surface d'environ 600 places de stationnement. À l'origine, ce terrain de stationnement devait être enfoui dans les années 70, mais on a décidé à l'époque d'en faire un stationnement de surface. Il y aurait donc lieu d'enfouir ce stationnement dans 3 ou 4 étages qui serait payé par les utilisateurs, puisqu'actuellement, les utilisateurs paient environ 20 $ pour l'utilisation d'une place de stationnement. Alors, ceci donnerait du stationnement pour les justiciables, rendrait ainsi plus facile l'accessibilité à la justice, pour les avocats, pour les juges,
donnerait du stationnement pour la Cité de la Santé, le CHUM, pour l'Hôtel de Ville, pour le Palais des Congrès, qui doit être agrandi entre Saint-Urbain et Saint-Laurent. Et aussi pour les touristes qui viennent à Montréal, parce que souvent les touristes se plaignent d'un manque de stationnement dans le Vieux-Montréal. Il faut rappeler que le Vieux-Montréal est un endroit le plus fréquenté à Montréal. Alors c'est le deuxième volet donc de la restauration du quartier judiciaire. Le troisième volet serait le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie pour le segment compris entre l'Hôtel de Ville, la rue Hôtel de Ville, et le boulevard Saint-Laurent, et entre Vigée au nord et Saint-Antoine au sud. Alors, l'autoroute étant recouverte, on procède actuellement au recouvrement de l'autoroute entre Sanguinette et Hôtel de Ville. Ce qui ferait une vaste esplanade compris entre la rue Sanguinette et le boulevard Saint-Laurent, et entre la rue Vigée et la rue Saint-Antoine. Nous aurions ici un vaste esplanade qui pourrait être végétalisé et qui servirait de poumon d'air frais, qui servirait pour le CHUM, la Cité de la Santé, l'Hôtel de Ville, les palais de justice, le Palais des Congrès et aussi les touristes qui viennent dans le Vieux-Montréal. Cette esplanade pourrait s'appeler, par exemple, l'esplanade de Georges-Étienne Cartier, en honneur de Georges-Étienne Cartier qui demeurait sur la rue Notre-Dame et qui a été à l'origine également de la construction du Palais de justice de 1852, qui est devenu ministre de la Justice. Alors voilà, cette restauration du quartier judiciaire donc comprendrait trois volets: la restauration du vieux palais de 1856, l'enfouissement des stationnements de surface et le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie. Ni la Ville de Montréal, ni le gouvernement du Québec ne semblent disposés à consacrer une telle somme pour restaurer ce bâtiment patrimonial. Il doit réconcilier ainsi le passé et la modernité, fournissant aux tribunaux fédéraux un environnement solennel qui contribuera à leur prestige et à leur rayonnement. D'autant plus qu'elle constituerait un attrait important pour le tourisme dans le Vieux-Montréal. Cet ancien palais de 115 ans d'histoire saura-t-il faire sa marque encore aujourd'hui, à l'aube du 375e anniversaire de Montréal et du 150e anniversaire de la Fédération canadienne? Seule l'histoire nous le dira.